Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 2 décembre, voici les titres. Le Téléthon a lieu les 2 et 3 décembre à Monaco et de partout en France. Depuis sa première édition en 1987, l'association poursuit son combat contre les maladies génétiques. Pour nous en parler, nous recevrons dans quelques instants Serge Braun, le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Nous reviendrons également dans ce journal sur la victoire de la Roca Team hier soir face à l'Asvel. Pour cette 11e journée d'Euroleague, le duel fut, vous verrez, très intense. Ensuite, ne manquez pas ce focus sur les trophées de la jeune chambre économique de Monaco. C'était hier soir à l'auditorium Régnier 3. On vous parlera aussi de commerce et plus précisément de commerce éco-responsable avec l'événement sans labelliser du commerce engagé. Elina Svitolina, mon fils, l'ex-championne de tennis, sera notre deuxième invitée à l'occasion du gala organisé ce soir par sa fondation. Une vente aux enchères se déroule au Yacht Club de Monaco à cette occasion. Mais nous débutons cette édition avec de belles images, celle de l'ouverture du village de Noël par la princesse Charlène et par les enfants princiers. Cette année, il a pour thème Noël au Spitzberg et rend hommage au prince Albert Ier. Ainsi, plusieurs scénographies s'inspirent des différents périples du prince navigateur, formant une promenade à la fois ludique et instructive pour petits et pour grands. Et je vous rappelle que demain, dès 10 h, les portes d'un autre village vont ouvrir. Il s'agit du village du Téléthon dans le centre des congrès du Grimaldi Forum. Vous pourrez y retrouver la vente d'objets au profit du Téléthon, mais aussi des ateliers de Noël. Demain, dans ce journal, un reportage complet reviendra sur tout ce qu'il s'est passé tout au long de cette journée. Il y a donc 35 ans, le premier Téléthon était lancé et le grand public répondait massivement à cette levée de fonds destinée à la recherche sur les maladies rares. Porté par 200 000 bénévoles, le Téléthon réunit aujourd'hui des millions de personnes autour d'un combat, vaincre la maladie. Serge Braun est le directeur scientifique de l'AFM Téléthon, mais aussi l'une des mémoires vivantes de l'association. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc de ce Téléthon 2022 qui a donc débuté aujourd'hui. Concrètement, qu'attendez-vous de cette 36e édition ? Bien, comme à chaque édition, au moment du démarrage, les compteurs sont remis à zéro. C'est un moment à la fois angoissant, mais aussi très excitant parce qu'on revient chaque année devant le grand public pour partager les avancées, les victoires, qui justifie la confiance qui a été mise en nous. Et on espère bien évidemment que le compteur sera au rendez-vous. Le contexte inflationniste que nous vivons cette année pourrait peut-être restreindre la générosité des Français. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui ? À ce stade, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. On a surmonté bien des crises tout au long des 35 ans. Et je crois au contraire que dans une période trouble, les gens ont besoin de se retrouver autour de valeurs communes, de générosité, de résilience, mais aussi de créativité et d'innovation. Et le Téléthon, c'est tout ça à la fois. C'est la fête et pour une bonne cause. Quelles sont les maladies justement qui sont concernées par le Téléthon ? Alors, au départ, AFM, ça veut dire Association française contre les myopathies, c'est-à-dire les maladies des muscles. Et rien que ça, déjà, c'est en réalité des centaines de maladies différentes qui peuvent toucher les muscles ou le système nerveux qui commande les muscles. Mais c'est au sein d'un ensemble encore plus vaste qu'on appelle les maladies rares, plus de 8000 maladies et qui, à l'échelle de la France, par exemple, représente 3 millions de personnes. Donc, un vrai problème de santé publique qui était complètement ignoré au moment où le Téléthon est arrivé. Autour de ce Téléthon, il y a des personnes, des enfants, des familles touchées par la maladie face à la difficulté, au temps long de la recherche, aux souffrances des familles. Comment tout le monde arrive un petit peu à garder confiance ? Alors, c'est une course contre la montre, c'est une course contre la mort parce que 2/3 des maladies rares, dont 80% sont génétiques, 2/3 des maladies rares touchent les enfants. La moitié des maladies rares sont mortelles et souvent avant l'âge de 2 ans. C'est une vraie course contre la montre. Et c'est vrai que le temps de la recherche, c'est pas le temps des malades. Donc, il faut essayer de l'accélérer, ce temps-là. Mais il est long par définition, surtout quand on part de pratiquement rien. C'était un désert scientifique à l'époque.
on ne connaissait qu'une petite poignée de gènes responsables de maladies rares et il fallait 10 ans pour trouver un gène. Et c'est petit à petit, grâce au Téléthon, que les cartes du génome sont arrivées. On a commencé à accélérer la découverte des gènes. C'est des laboratoires du Téléthon qui les ont conçus. Et puis ensuite, les thérapeutiques. On s'est lancé dans la thérapie génique au milieu des années 90. Et maintenant, on recueille les fruits de ce qui a été semé avec des traitements qui changent complètement la donne pour un certain nombre de maladies. On en parlait il y a quelques instants, mais de votre côté, vous avez consacré votre carrière à la recherche sur les pathologies neuromusculaires en France et aux États-Unis. Quelle est selon vous peut-être la plus grande avancée médicale que le Téléthon a permis? Clairement, c'est l'émergence de la thérapie génique. Cela fait de nombreuses années que le Téléthon existe. Nous sommes en 2022. Concrètement, aujourd'hui, comment vous envisagez l'avenir pour l'AFM Téléthon, Monsieur Braun? Alors, on va évoquer pendant ce Téléthon des victoires, des avancées, des enfants qui n'auraient pas dû être là parce que la maladie aurait dû les emporter et qui vont venir en marchant sur le plateau. On va montrer à quoi sert l'argent du Téléthon. C'est vraiment spectaculaire. Mais il y a encore plein de travail parce que 5% seulement aujourd'hui des maladies rares ont un traitement. Et puis, il y a des maladies qui sont particulièrement rares, celles qui concernent quelques cas même à l'échelle du continent, et qui pourtant sont très importantes parce que d'une part, il faut laisser personne au bord du chemin, et d'autre part, parce que c'est souvent des modèles pour d'autres maladies dites fréquentes. Et donc, tout ceci concourt à une vraie révolution médicale à laquelle chacun a participé. Merci beaucoup à vous, Sergio Braun, d'avoir répondu présent à notre invitation pour nous parler de la 36e édition de l'AFM Téléthon. Merci à vous. En basket, la Roca Team jouait hier pour la 11e journée d'Euroleague son premier duel de la saison face au rival Lyon-Villeurbanne. Dans un match très serré et intense, les Monégasques ont su faire la différence, mais en toute fin de match, le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Olivier Bonello. Une Asvel en difficulté ces derniers temps attendait de pied ferme la Roca Team à l'Astrobal. Les Monégasques ont dû rester très concentrés sur les 40 minutes pour venir à bout des Villeurbanais et glaner une 8e victoire en 11 matchs. La première mi-temps donne lieu à un score plutôt élevé avec les deux équipes à 45 points. Une égalité parfaite et logique tant les deux équipes sont proches. Donatas Motier-Younas et Mike James sont les deux locomotives monégasques sur cette première période avec 28 des 45 points inscrits à eux deux. Oh là là, le bras magique de Mike James. Le troisième quart est un peu plus fermé. Les deux équipes ne dépassent pas 15 points, mais surtout, les deux équipes ne se lâchent pas au score. Et au bout de 30 minutes de jeu, Asvel et Roca Team sont dos à dos, 60 points partout. C'est donc une rencontre de 10 minutes qui commence dans le 4e quart. Et l'homme de ce match s'appelle John Brown. L'ailier de la Roca Team apporte toute son énergie pour gratter des rebonds offensifs précieux et inscrire des paniers décisifs. Avec les ratés de l'Asvel en face, l'écart monte rapidement à 10 points sur ce shoot plein de sang-froid d'Elio Kobo. Monaco a pris l'avantage et John Brown, encore lui, intercepte un ballon pour lancer l'acrobate Jordan Lloyd. Jordan Lloyd! Quel panier de Jordan Lloyd! Les Monégasques ont fait la différence au moment décisif, mais la victoire ne sera pas pleinement savourée. Sur cette action à 40 secondes de la fin du match, John Brown, décidément héros de ce match, subit un impact d'Amin Noua sur le plexus. L'ailier de la Roca Team restera plusieurs minutes au sol, se tordant de douleur. Il sera finalement évacué sur civière sous les applaudissements chaleureux de l'Astrobal. Dans une rencontre très accrochée et parfois poussive, Monaco remporte finalement son premier duel de la saison face aux Villeurbanais, 84 à 75. A lot of these games are, like I said, derbies. You know, they're not going to be pretty. You know, and yeah, I mean, first half we didn't play really good defense, so allowed them to score 45 points, which is way too much. You know, if you want to win against them. And then second half we actually start playing way better defense, and you know, they didn't have so many easy layups, they didn't have so easy penetrations towards the basket, so we make them work in offense, and you know, it paid off for us. That's why we won.
L'image rassurante, c'est John Brown qui sort debout du vestiaire monégasque après la rencontre. Il a été emmené dans la foulée à l'hôpital pour réaliser des examens médicaux qui n'ont révélé aucune fracture. Plus de peur que de mal donc pour l'ailier monégasque qui a pu rentrer à Monaco dans la nuit avec le président Fedoritchev resté à son chevet. Et après cette rencontre, la Rocket Team enchaîne ce dimanche à Gaston-Médecin face à Blois pour la 11e journée de Betclic Elite. Le coup d'envoi sera donné à 17 h. On reste dans le sport avec du rugby à 7 et les Impis qui se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi Open de Dubai Rugby Sevens. Après 2 victoires et une première place assurée dans leur groupe, les Monégasques ont signé un nouveau succès aujourd'hui face aux Néo-Zélandais de Speranza, 43-5. Une équipe qu'ils n'avaient jamais battue auparavant. L'entraîneur Nicolas Bonnet avait choisi de faire tourner son effectif pour cette rencontre, donnant ainsi plus de temps de jeu aux Monégasques venus apprendre aux côtés des internationaux. C'est le cas, par exemple, de Yann Soren Cabioche et on l'écoute tout de suite au micro d'Émilie Rousseau. On n'avait jamais gagné contre eux, donc là, la 4e fois, il fallait vraiment qu'on fasse le job. On a fait le job, ils étaient un peu plus épais que les matchs d'avant. Et bon, nous, dans l'équipe, on a eu des tractopelles là qui se sont filés vraiment comme des avions. Et franchement, ça fait plaisir, on a fait le taf, on a gagné. Et franchement, historiquement, c'est bien, même pour la suite du tournoi, ça annonce que du bon. Toi, personnellement, ce tournoi, comment tu le vis? Là, tu as pu avoir beaucoup plus de temps de jeu que sur les matchs précédents. Oui, c'est vrai que sur les premiers matchs, je rentrais à la mi-temps à chaque fois, je remplaçais Terry. Donc là, j'ai eu la chance d'être titulaire et de ne pas sortir du match, donc j'ai fait les 14 minutes. Ça fait du bien de jouer un petit peu, c'est un peu plus fatigant et bon, ça fait plaisir vu l'issue du match. Donc ouais, plutôt content. Comment toi, tu l'abordes maintenant? Comment tu abordes ces phases finales? Je pense que moi déjà, quand j'étais venu à Dubaï la première fois, on n'était pas allé aussi loin. Donc je pense que déjà, on peut être fier de nous. Mais là, avec l'équipe qu'on a et les matchs qu'on a fait, franchement, on peut peut-être aller chercher quelque chose. Donc il faut rester concentré et ramener une petite coupe à la maison peut-être. Alors que la finale du Monte Carlo Squash Classic se déroule ce vendredi soir. Coup de projecteur dans ce journal sur cet événement en marge du tournoi. C'était mercredi. 2 joueuses professionnelles sont venues s'entraîner avec les enfants de l'école de squash. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. L'école de squash est complète cette année au Monte Carlo Squash Racket Club. 37 enfants viennent s'entraîner régulièrement et se défouler sur les cours. Mercredi, en marge du Monte Carlo Squash Classique, l'étape monégasque du circuit professionnel féminin, ils ont eu une belle surprise avec un entraînement pas comme les autres. Ça fait plusieurs années qu'on le fait, dès qu'il y a le tournoi. Le mercredi, on essaye de faire jouer les joueuses qui ont perdu, de les faire participer à l'école de squash pour que les enfants passent un moment d'échange avec elles. Et puis voilà, donc c'est un moment de partage. La Française Élise Romba et l'Espagnole Sofia Mateos, 2 joueuses aux portes du top 100 mondial, se sont donc muées en coach et partenaires de jeu. Là, ça se passe très bien, c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer avec les jeunes du club et voir un peu la relève. C'est toujours intéressant de voir que là, qu'il y a quand même beaucoup de joueurs et très jeunes, donc c'est vraiment très très sympathique. Une expérience inoubliable pour les jeunes enfants du club. Là, on s'entraîne avec des professionnels et elles sont très fortes et on a du mal à les battre, mais on essaye de faire de notre mieux. Est-ce qu'elles te donnent des petits conseils? Essaye de garder plus son épaule à gauche ou à droite, comme plein de choses comme ça. C'est fou. Enfin, de toute façon, on n'a pas... C'est pas tous les jours qu'on joue avec des pros, qu'on s'échauffe, qu'on fait plein de choses comme ça. L'entraînement s'est terminé par une photo de groupe pour immortaliser cet instant hors du commun. La JCE a organisé hier soir à l'auditorium Régnier 3 sa traditionnelle soirée des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco. Une 4e édition qui a récompensé de jeunes entrepreneurs de la Principauté. Le récit de cette soirée est signé Frédéric Elion. Allez, on y va. C'est l'un des rendez-vous incontournables de l'année pour la JCE, la 4e édition des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco. L'occasion d'annoncer les lauréats des différents concours, mais aussi de continuer à encourager l'entrepreneuriat, notamment auprès des plus jeunes.
Ça, c'est un des gros piliers de la Jeune Chambre, en fait, de lancer l'entrepreneuriat, de le favoriser chez les jeunes. Et donc, on les accompagne. On a des concours, mais on fait aussi de la formation pour inciter à créer de l'entreprise, à créer de la valeur à Monaco. Et c'est vrai qu'on est très, très bien entouré. Donc, on a tout pour. Et à nous, à la Jeune Chambre, de pouvoir inciter et à semer cette petite graine, comme on le fait au sein des lycées. Et les lycéens ont justement leur concours Graines d'entrepreneurs, l'espace d'une journée. Les élèves doivent élaborer un projet d'entreprise en ne négligeant aucun aspect, que ce soit le marketing, la communication ou la rentabilité. Les 3 groupes lauréats sont montés sur scène pour présenter leur projet. On a Mona Park du lycée FANB qui réglait un problème de stationnement et de circulation en ville pour fluidifier la circulation citadine au sein de la ville. On a FastPay avec le lycée technique hôtelier qui répondait à une problématique justement hôtelière et dans la restauration, qui facilitait le paiement et la division des additions pour éviter qu'il y ait des perditions en cours de route pour le restaurateur et pour faciliter l'expérience client. Et enfin, on a Théma avec le lycée Albert Ier qui répondait plutôt à une problématique sociale, avec une problématique intergénérationnelle, faire les courses des aînés, aider un petit peu, que les jeunes aident un petit peu les aînés, qu'il y ait ce genre de service qui est mis à disposition de toutes les générations de Monaco. Autre temps fort de la soirée, le concours de création d'entreprise. 22 candidats au départ. Les 9 finalistes ont eu chacun 1 minute jeudi soir pour pitcher leur projet. Le premier prix, celui du gouvernement, a été décerné au cabinet de consulting dans la transition énergétique maritime, iPlug. C'est juste un sentiment exceptionnel. C'est vrai que c'est 1 an et 8 mois de travail, très exactement. Mais c'est merveilleux en fait. C'est l'accomplissement de beaucoup de mois d'obstination, de persévérance. Et c'est vrai qu'iPlug a la particularité d'avoir commencé à l'envers, c'est-à-dire d'avoir fait le réseau à Monaco, d'avoir signé les premiers contrats, d'avoir fait fonctionner l'entreprise et vraiment de s'être confronté au marché. Puis ensuite d'être venu se dire ok, maintenant on a les armes et on peut peut-être prétendre à ce prix. Donc exceptionnel. iPlug remporte une prime gouvernementale de 40 000 €. Akimba décroche le prix de la JCEM et une dotation de 21 000 €. Enfin, Seaside Juicery s'adjuge le prix Athos. De l'économie à l'écologie, ce matin, le Stars & Bar accueillait l'événement sans labellisé du commerce engagé. L'occasion de mettre en lumière le réseau des commerces et restaurants engagés de la Principauté. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alex Avial. C'est une étape importante pour le label des commerces et restaurants engagés, déployé en Principauté depuis 2016 par la direction de l'environnement et son partenaire Écosciences Provence. Le réseau vient de franchir la barre des 100 labellisés, la preuve d'une prise de conscience collective face à l'état de notre planète et de l'engouement pour la démarche. Pour marquer le coup et faire un bilan avec les commerçants, un événement était organisé ce matin au Stars & Bar. Alors la vocation en 2016, effectivement, c'était le travail sur le zéro déchet à horizon 2030. Comment aborder ce zéro déchet, comment accompagner les restaurateurs, les commerçants et surtout les consommateurs dans leur habitude et comment le faire progressivement. 6 ans après, j'ai envie de dire, la communauté grandit et arrive aujourd'hui à cette barre des 100 franchis. Voilà, c'est un beau symbole. Alors oui, très fier, 101 précisément, je l'ai dit pendant le discours, c'est un très beau symbole et l'événement avait justement pour mérite de fêter ce passage de la centaine, de faire un bilan avec les commerçants, de leur dire merci surtout, parce que sans eux, nous ne faisons rien, ils sont nos relais auprès de la population. Favoriser la réduction et le tri des déchets, promouvoir les circuits courts et le commerce de proximité, lutter contre le gaspillage, autant d'actions adoptées par les labellisés. Un film de promotion du label a été diffusé et une œuvre de l'artiste Mr. Wanties a été dévoilée. Je suis ravi d'avoir été sollicité par le gouvernement Pressier, le ministère de l'écologie, etc. pour réaliser ce projet. Avec mon ami Franck Florino. Et là, cette année, le projet était particulier dans le sens où Franck est venu avec un projet, il m'a dit il faut que le résultat de l'œuvre soit celui-ci. Cyrielle, que l'on appelle Mary Poppins, m'a dit ta palette de peinture, ça va être ça, les objets donc, qui ont été récoltés chez ces commerçants engagés. Et à partir de tout ça, il a fallu donc réaliser cette œuvre-là. L'action de l'homme est importante pour le bien de la planète. Et tout ce qui a été utilisé donc, dans cette vidéo, ce sont que des produits entre guillemets éco-friendly. Les bombes sont des bombes à base d'eau, etc. Donc l'idée c'est
d'essayer de pousser la démarche au maximum afin d'être peut-être le meilleur humain engagé. Un annuaire des commerces et restaurants engagés a également été présenté. Il référence l'ensemble des labellisés par type d'activité. Nous vous avons parlé du Téléthon en ce début de journal et nous continuons à parler de solidarité puisque ce soir, la fondation Elina Svitolina organise des enchères dans le cadre de sa soirée de gala caritative annuelle. Elle aura lieu pour la toute première fois au Yacht Club de Monaco. Pour nous en parler, nous recevons sa présidente Elina Svitolina Monfils. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors pour commencer, nous allons revenir sur la création de votre fondation. Pourquoi avoir eu ce désir et surtout, quelle est sa mission? I have created foundation 4 years ago, and since the February 24th, it's been a really tough and challenging time for Ukraine, for Ukrainian kids. And the mission changed a little bit from February. Right now we are replacing refugees, the kids, giving the opportunity to give them a chance to live a normal life. Ce gala annuel est organisé alors que l'Ukraine est en train de vivre de terribles heures de son histoire. C'est aussi finalement l'opportunité de rappeler que la guerre ne s'est pas arrêtée. Yes, for sure. In the world, the news are a little bit dying, and for us, for Ukrainians, it's very important still to remind people that the war is still here and we need help as never before. Now we're going through another tough period of time. The winter is quite tough, so we need a lot of help from different corners of the world, and it's going to be really great if we can join together, join the forces to help Ukrainian people. C'est vrai que depuis le début du conflit, vous ne cessez d'apporter votre soutien à votre pays et vous pensez d'ailleurs déjà, je crois, à la restauration d'après-guerre des infrastructures sportives. Yes, for sure. We need to think a few steps ahead, and after the victory of Ukraine, for sure we need a lot of power, a lot of money to reconstruct Ukraine, and everyone is putting everything on the line to reconstruct Ukraine and to live again the normal life. And for me, it's a big dream to come back to Ukraine and see my family and to spend time there. La soirée de gala a donc lieu ce soir au Yacht Club de Monaco et sera marquée par une belle vente aux enchères. Quels sont les lots qui seront proposés ce soir? There are going to be lots of interesting lots from different sportsmen, different experiences. There's going to be also a flag signed by President Zelensky. So there are going to be lots of interesting lots, and I'm looking forward to this gala dinner, and it's going to be a great event. À quoi serviront précisément les fonds récoltés ce soir? This is going to go for the kids of Ukraine and for the reconstruction later on. Merci beaucoup à vous, Elina Svitolina Monfils. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour cette belle soirée de gala. Thank you so much. Merci. Décidément, cette semaine était vraiment placée sous le signe de l'entraide et du partage. Hier soir, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida, s'est joué The Normal Heart au théâtre Princesse Grace, une pièce autobiographique de Larry Kramer, traduite et mise en scène par Virginie de Closade. Et les bénéfices de la soirée ont été entièrement reversés à l'association Fightheads Monaco. Anaïs Rieu vous présente cette pièce à franc succès, novatrice sur le sujet du VIH. Regardez. Une représentation artistique, mais avant tout un témoignage poignant qui rend hommage aux millions de personnes décédées du sida dans les années 80, où le virus fait son apparition pour la première fois dans le monde. La pièce traite de manière militante, mais surtout informative, une période oubliée, si ce n'est dissimulée par les pouvoirs publics de l'époque. C'est le tout début de la lutte contre l'épidémie du sida, au moment où le sida n'a même pas de nom. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça se transmet, on ne sait même pas comment lutter. Donc c'est vraiment les prémices complètement de cette lutte et de ces quelques hommes qui sont là, seuls, à hurler au milieu du désert et à se dire il y a quelque chose à faire parce que ça va faire des millions de morts. Larry Kramer écrit The Normal Heart en 1985 et la fera jouer sur scène la même année à New York comme un acte militant pour éveiller les consciences alors qu'il n'existe même pas de traitement contre le virus. Le texte est marquant,
autant pour les acteurs que les spectateurs, qui partagent un moment d'intimité et d'émotion. C'est une magnifique pièce de théâtre, un texte très fort, une mise en scène exceptionnelle et des comédiens de grand talent. À l'issue de chaque représentation, Larry Kramer distribuait personnellement aux spectateurs une lettre rappelant que tout ce qui est raconté est réellement arrivé, une tradition perpétuée encore aujourd'hui pour rendre hommage à l'auteur et à toute une génération. Ce samedi 3 décembre au chapiteau Fontvieille se déroulera la 52e kermesse œcuménique. Rendez-vous de 10h à 18h pour découvrir de nombreux stands et activités tout au long de la journée. Une tombola aura également lieu à 17h sous le contrôle d'un huissier. Tous les fonds récoltés à l'occasion de cette kermesse seront reversés à différentes œuvres caritatives monégasques. À la bibliothèque Louis Notari, l'association d'Amorepsie a organisé hier soir une conférence. Elle traitait la thématique « Mieux vivre l'accompagnement d'une personne souffrant de troubles psychiques ». Des docteurs et des membres d'associations ont pu échanger ensemble et ainsi aider les accompagnants des personnes donc atteintes d'un trouble psychiatrique. Le point à présent sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début de week-end, Frédéric ? Le temps va se dégrader, Julia, avec de la pluie attendue toute la journée. Samedi, le vent soufflera fort le matin, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h, puis baissera un peu en intensité l'après-midi. Les températures seront comprises entre 9 et 10 degrés. Samedi 3 décembre, ce sera la Saint-François-Xavier. Merci à vous Frédéric pour toutes ces informations. Je vous propose de vous quitter comme chaque soir en images avec cette fois-ci Michael Alesi qui était hier soir à l'Astrobal pour assister au choc entre l'Asvel et la Roca Team. Une rencontre qui a répondu à toutes nos espérances en termes d'intensité et d'ailleurs les photos parlent d'elles-mêmes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Très belle soirée et à demain.